Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Ce podcast existe grâce à Kellyo qui le sponsorise. Kellyo, l'éditeur qui propose tout ce dont les RH ont besoin dans une seule solution pour gérer les collaborateurs du recrutement à la paye. Pour les découvrir, kellyo.com/fr. Kellyo, K-E-L-I-O. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, un épisode très spécial car je participe pour la 2e année consécutive au Podcaston. Qu'est-ce que le Podcaston ? C'est un événement qui est unique et qui réunit tout le monde du podcast francophone, en France, en Europe, mais aussi au Canada, et le milieu associatif pour mettre en lumière des assos à but non lucratif. Et quelle meilleure occasion aujourd'hui que d'accueillir Pierre Kerbellec. Pierre est en effet directeur des relations entreprises des bénévoles chez Génération France, une association qui révolutionne l'insertion professionnelle avec des formations courtes, gratuites et ultra impactantes. Avec lui, on va parler bien sûr de son parcours, de la mission de Génération France et de son engagement personnel. Merci Pierre d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu ? Ça va super. Merci beaucoup pour ton invitation justement. Ravi d'être avec toi aujourd'hui. Écoute, on va passer un petit moment ensemble. Avant toute chose, je vais te poser une question un peu traditionnelle sur les podcasts, mais c'est important pour nos auditeurs, auditrices. Est-ce que tu peux nous partager ton parcours pro, ce que tu as fait avant de rejoindre Génération France, et qu'est-ce qui t'a amené à rejoindre Génération France ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Je pourrais paraphraser Édouard Baird en disant que c'est avant tout une histoire de rencontre, et ça continue à l'être. Moi, je suis arrivé à Rennes au collège, et j'ai fait collège, lycée et études supérieures à Rennes. Et là, après un exil de 13 ans à Paris, j'ai le bonheur d'être revenu y vivre. Mais j'ai eu l'occasion de m'orienter vers des études généralistes dans un institut d'études politiques, un Sciences Po que j'ai fait à Rennes, dans lequel je suis resté pas mal impliqué avec l'association d'alumni, ce qui me donnait encore plus d'occasion de revenir ici. Mais je voulais être, et je me souviens avoir entendu que tes parents étaient professeurs. Et bien, moi, c'était ce que je voulais faire initialement. J'ai fait des rencontres au collège qui ont fait que, en sortant du bac, en arrivant à l'IEP, professeur, et en sortant de l'IEP, consultant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? C'est que la passion pour l'histoire est restée, mais ce que j'ai adoré sur les sujets économiques, c'est le fait de sortir de la salle de classe, de faire des rencontres, de voir clients, producteurs, fournisseurs, prestataires, etc. Et j'ai trouvé ça génial. Donc, c'est intéressant parce qu'à Sciences Po, on ne vous destine pas forcément à ce type de métier à la base. Alors moi, l'image que j'ai de Sciences Po, c'est une formation quand même très généraliste, qui forme plutôt des gens brillants, mais qui ne sont pas forcément des gens qui vont être tout de suite dans le monde économique, opérationnel, versus d'autres formations, quoi. Oui, absolument. Mais ce qui est intéressant, c'est la multiplicité justement des parcours. Il y a un certain luxe, je dirais, pendant 4-5 ans de pouvoir affiner. Et là où on s'était orienté initialement vers le droit, finalement, de rebasculer sur de la microéconomie autant que de la macro. Et il y a un certain nombre de débouchés. Donc, on va penser plutôt à collectivité locale, journalisme, enseignement, communication. Mais il y a justement cette plasticité. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant et hyper en ligne justement avec tes centres d'intérêt. Et le podcast, c'est la plasticité des parcours tout au long de la vie et ce socle justement généraliste qui permet d'affiner le projet professionnel. Et en tout cas, moi, ça m'a permis de faire ça. Et je suis sorti pour travailler sur les sujets de conseil, notamment RH, dans un premier temps, dans un grand cabinet à la Défense, puis dans des plus petits cabinets sur les questions notamment de qualité de vie au travail, nouvelles organisations de travail, rapport au travail, qui me passionnaient. Et les sujets d'entrepreneuriat social aussi me passionnaient, ces nouvelles structures, cette manière de faire de l'impact.
Et j'ai eu l'occasion de faire la bascule après 5 ans dans le conseil avec un programme de mécénat de compétences qui m'a fait revenir dans l'école où j'avais terminé mes études pour m'orienter sur les sujets de RSE. Je suis revenu sur un programme de mécénat de compétences qui m'a fait vraiment là collaborer tant avec le business as usual, MEDEF, Fondation Total, que des structures à impact. Singa, Emmaüs Solidarité, Groupe SOS. Et la bascule s'est faite avec le groupe SOS, le DRH de l'époque qui voulait monter une offre autour de la formation et qui recherchait un profil chef de projet qui avait déjà été formateur, qui avait travaillé auprès d'Opca par exemple, qui était intéressé par les partenariats. Et donc j'ai rejoint en 2017 le secteur de l'ESS sur les sujets de formation et je ne l'ai plus quitté. Donc j'ai eu l'occasion de travailler pendant 3 ans au groupe SOS qui regroupe une multiplicité de structures, des EHPAD, des hôpitaux, des centres d'accueil de demandeurs d'asile, des entreprises d'insertion, des incubateurs de projets d'entrepreneurs sociaux. J'ai eu l'occasion ensuite de travailler chez Simplon, qui forme des personnes éloignées de l'emploi au métier du numérique, et avec une prise de poste au moment du premier confinement, ce qui était mémorable. Et enfin, vraiment aujourd'hui, depuis fin 2021, de travailler au sein d'une association et organisme de formation qui va former des personnes en recherche d'emploi à des métiers en tension. Et mon métier à moi, ce qui est aujourd'hui assez simple à pitcher à ma fille, c'est de trouver un emploi à ceux qui n'ont pas d'emploi. C'est vraiment... OK. Ouais. OK. OK. Et quelle est la mission principale de Génération France, du coup? Parce que là, tu as dit des choses, mais concrètement, qu'est-ce qui différencie, je suis un peu cash, mais Génération France de France Travail? Parce que le job de France Travail, c'est aussi de trouver du travail à ceux qui n'en ont pas. Exactement. Et en fait, on ne va pas travailler contre, mais on va travailler avec, puisque France Travail est notre principal prescripteur. Ouais, j'imagine que c'est un partenaire. Oui, absolument. Et qui est un partenaire à plusieurs niveaux. Et ce qu'on va faire, tant avec France Travail qu'avec d'autres acteurs associatifs, par exemple spécialisés quartier politique de la ville, handicap, des missions locales, migration, des missions locales, absolument. Okay. C'est de venir proposer des SAS courts, des bootcamps qui combinent formation pour acquérir les fondamentaux du futur métier, mais aussi coaching pour travailler sur les compétences relationnelles, savoir-être. Et donc, on va, pendant 3 à 7 semaines, venir booster, bonifier justement ces profils qui nous seraient orientés par France Travail et d'autres partenaires. Et l'objectif, l'étoile du Nord, la mission de Génération en France, mais aussi dans la vingtaine d'autres pays où Génération est présent, c'est un retour à l'emploi rapide et durable avec un objectif de 80% d'insertion en emploi à 3 mois. Ok, on va revenir sur pas mal de choses. Bien sûr. Donc, Génération France, c'est pas que français. Génération France, si, mais Generation You Employed, ça a été créé aux États-Unis, absolument. D'accord. À l'origine, c'est américain? Oui. Absolument. Et ça a été décliné dans plusieurs pays, dont la France, avec Génération France, c'est ça en fait? Exactement, absolument. Okay. Et j'ai des collègues au Mexique, au Brésil, au Kenya, en Australie, à Hong Kong et dans d'autres pays d'Europe qui vont former sur des thématiques qu'on ne retrouve pas du tout en France ou sur des thématiques là qu'on va avoir de similaires. Et ce qui est intéressant parce que ça permet d'avancer groupé, de faire des partenariats parfois internationaux, donc comme la vente en magasin par exemple, dans le retail. Mes collègues en Espagne et en Italie forment aussi sur cette thématique. Ok. Quelle est l'origine du coup de l'organisation américaine? Qui a eu l'idée? Comment ça s'est passé? Ouais, bien sûr. Comment est-ce que ça a été, depuis quand, et comment ça s'est transposé en France en fait? Oui, bien sûr. Ça a été créé en 2014 donc, aux États-Unis, où se trouve toujours le siège du réseau. Et la fondatrice dirige toujours le projet. Donc, Mona Mourched, qui était à l'époque en charge de différents sujets liés au secteur public, à l'éducation, au sein du cabinet de conseil McKinsey, avait travaillé sur différentes études, différents rapports, et avait développé ce side project qui est devenu un projet à temps plein, qui a pu être boosté avec le soutien de son ancien employeur, donc McKinsey, mais pas que, avec d'autres acteurs qui soutiennent toujours, comme Google, Microsoft, Verizon, Coca-Cola, BlackRock, etc. Donc avec des soutiens internationaux sur le développement de différents métiers en tension. Et Génération France s'est créée en 2018 à Paris avec donc des activités qui sont allées crescendo, dans un premier temps autour de la tech, puis autour des métiers de la santé, du retail et enfin des métiers de la transition écologique. Ok. Et aujourd'hui, du coup, si on vient sur les métiers, parce que tu commences à en parler, en France, quels sont les métiers, les secteurs prioritaires pour vos formations? Et pourquoi vous avez choisi ces métiers-là? Au-delà du fait qu'ils soient en tension, évidemment.
Bien sûr. Alors, dans les critères qui président au choix des thématiques de formation, il y a est-ce que ça répond à un besoin en aval côté employeur? Est-ce que ça correspond à une envie? En tout cas, y a-t-il un vivier de personnes susceptibles d'être intéressées de se former? Et entre les deux, est-ce que les freins en matière de technicité, en matière de besoin d'avoir des diplômes sur la thématique en question, est-ce que ce métier est accessible ou pas avec des barrières à l'entrée? Et on va pour chaque développement de formation conduire une étude quanti, analyser différents rapports, des entretiens quali pour comprendre la réalité du métier et avoir un grand oral en interne pour se dire est-ce que ça vaut le coup vraiment de développer telle thématique de formation, d'exploiter ce qui a été fait par des collègues à l'étranger ou de créer un programme ex nihilo. Et c'est comme ça que se développe le programme. Et parfois même, on développe des programmes avec des partenaires. Par exemple, sur la réparation de vélos, on travaille forcément avec des partenaires qui sont spécialisés sur la réparation cycle. Donc, on va se compléter là où nous, on va plutôt intervenir sur les soft skills, le facing, l'employabilité, la recherche d'emploi. Ok. Là, tu as cité un exemple. Est-ce qu'il y a d'autres exemples que tu pourrais nous citer de formations qui sont majeures aujourd'hui pour l'association et qui aident Bien sûr. surtout aussi des hommes et des femmes à retrouver un emploi rapidement? Bien sûr. Il y en a une qui me tient à cœur parce que je fais de temps en temps la blague en disant que dans Kerbellec, il y a le care pour le soin. J'ai une maman infirmière, j'ai une sœur responsable d'agence de service à la personne. J'ai beaucoup travaillé dans le secteur quand j'étais consultant. Donc, c'est vrai que quand je suis arrivé en novembre 21, on lançait sa première formation au métier du soin et des services à la personne. Et on sait que c'est un secteur extrêmement en tension, avec des besoins d'acquisition et de fidélisation, rétention qui sont absolument énormes. Et on a vu son importance lors des différents confinements. Donc oui, c'est un secteur, moi, qui me parle beaucoup parce que j'ai rapidement pu faire le lien entre les questions de sentiment d'appartenance quand on travaille dans le conseil à la défense, mais qu'on revient au bureau qu'une fois par mois. Le reste du temps, on est chez son client, d'auxiliaire de vie, dont c'est à peu près la même chose. On est quasiment tout le temps chez son client et on vient à l'agence pour prendre son planning. Donc, en fait, la question de qu'est-ce qui fait que j'appartiens à cette structure, qu'elle me forme, qu'elle me permet de développer des compétences, extrêmement fort. Oui, sentiment d'appartenance et... Exactement. Ok. Exactement, absolument. Okay. Donc, il y a ça, les métiers du soin, service à la personne, les métiers de la vente en magasin, du retail, qui sont pas mal challengés en ce moment. Un retail prêt-à-porter, alimentaire, meublement, décoration, mais aussi retail au sens réparation de vélos. Donc, ce secteur important. Et sur l'origine, les métiers autour du numérique qu'on a appelé plutôt tech adjacent que tech, comme peuvent l'être l'IA, la cyber, le cloud, etc. On est sur les métiers de la relation client, du customer care, ou du business development, plutôt téléprospection. Donc, Ok. Vous formez sur des formations qui sont courtes. Alors, qu'est-ce que vous appelez court? Qui sont gratuites? Bien sûr. En fait, j'ai plein de questions sous questions. Parfait. Parce que moi, j'ai retenu que c'était court, c'était gratuit et il n'y avait pas beaucoup de prérequis pour intégrer ces formations. C'est ça. Alors, du coup, ça me génère plein de questions. Si on va les prendre une par une. Quand on dit court, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Pourquoi faire des formations courtes et pas des formations de 12 mois, 24 mois qui peuvent être diplômantes? Bien sûr. Ou certifiantes Pourquoi ce choix déjà de ces formations courtes? Parce qu'il y a l'idée que le public qu'on cible n'a pas forcément l'envie ou la possibilité d'être dans cette situation d'apprentissage, de formation pendant X mois et a plutôt besoin de trouver un travail rapidement, quitte à continuer évidemment à se former ensuite. Donc l'idée aussi n'est pas de se substituer à des structures qui forment sur des temps longs, qui certifient. Mais on travaille de plus en plus, par exemple, avec des CFA, des universités d'entreprise. Decathlon sur le vélo, SMCP, Carrefour sur la vente en magasin, Maïf sur la relation client. C'est-à-dire que vous allez former des personnes en amont, absolument, avant qu'ils intègrent, par exemple, l'école de Decathlon ou la Maïf ou d'autres entreprises. On cite celle-là, mais il y en a d'autres. Absolument, c'est ça. Et on va les aider donc
à pouvoir remplir leur classe. Et c'est ce que la DGA Maïf, avec qui on avait lancé le partenariat, avait qualifié de SaaS bonificateur. Donc vraiment dans l'idée de pouvoir sourcer des profils qui n'auraient pas spontanément postulé. Oui, qui s'aurait dit, en fait, Maïf, c'est pas pour moi, je suis pas capable. Le niveau d'attente est trop élevé, bien sûr, vraiment. Donc oui, il y a cette idée-là. Après, il y a l'idée que c'est un temps court, donc de 3 à 7 semaines, mais en réalité, on continue à suivre. Il y a un coaching qui est assuré dans les 3 mois post-formation pour éviter qu'après le cocon, la période douce et agréable de la formation, en fait, back to reality, c'est dur, il n'y a pas d'entraide. Non, là, le coaching va se poursuivre, que la personne soit en emploi ou pas, pour réussir l'intégration ou, à défaut, pour continuer la recherche d'emploi. Et ces formations qui durent 3-7 semaines, c'est du présentiel, c'est du distanciel, c'est de l'hybride, ça dépend? C'est les trois, ça dépend, ça dépend des métiers. Pour les métiers du soin, retail ou vélo, on est plutôt sur du présentiel. Pour la relation client ou le business développement, sachant que c'est pour travailler devant un ordinateur et utiliser un CRM, c'est soit de l'hybride, soit du 100% distanciel en effet. Oui, quelque part, on remettre en situation aussi d'emploi dans lequel seront les personnes. Parce qu'effectivement, si demain je fais que du distanciel, c'est pas grave que je sois en présentiel. Par contre, si je répare des vélos, télétravail, c'est pas ouf pour réparer des vélos, quoi. Il faut mieux être sur place, quoi. Exactement. Donc, il y a cette agilité par rapport à tout ça. Et oui, il y a la réflexion par rapport aux futurs métiers. Et pour rebondir sur la question des prérequis, non, dans l'absolu, il n'y a pas de prérequis de prérequis de diplôme, de prérequis d'expérience. D'âge non plus, sauf à ce que certains financements nous imposent que l'action cible les résidents de tel département, de telle collectivité, appartiennent à telle classe d'âge et tel niveau de diplôme. Ça peut arriver notamment avec certains financements publics, mais dans l'absolu, non, il n'y a pas de prérequis, sinon celui de la motivation et d'être en recherche d'emploi. Après, on va mesurer pour les métiers du customer care, on va néanmoins mesurer une certaine dextérité sur l'utilisation d'outils bureautiques. Oui. Un certain niveau d'expression écrit et orale qui ne va pas être le même qu'on va mesurer pour la réparation de vélo ou pour les métiers du soin. On va rechercher d'autres choses. Donc, sur le fait de pouvoir travailler sur de la pratique, sur du très concret pour le vélo, par exemple, mais aussi le fait d'avoir une appétence pour le client, pour le commercial, parce qu'il y a une dimension de facing avec le client. Ok. Et ces hommes et ces femmes qui rentrent dans ce cursus de formation, même si les prérequis sont faibles ou légers, bien sûr. C'est vous qui les choisissez, ou est-ce que justement c'est ces partenaires dont on a parlé, les France Travail, les missions locales, d'autres structures qui rayonnent sur tel ou tel territoire, qui vous disent tu vas travailler avec Jean-Jacques, Marie, Karim, etc. Comment est-ce que ça fonctionne en fait cette pour la sélection, pour rentrer dans la formation? Oui, bien sûr. Alors sur ça, c'est dans l'absolu nous qui jaugeons avec, suite à la complétion d'un dossier de candidature en ligne. Il y a forcément un temps synchrone avec des membres de l'équipe ou des coachs aussi avec lesquels on travaille. Et on va jauger que il y a la motivation, il y a le socle de compétences de base pour pouvoir rentrer en formation. Donc, c'est nous qui allons prendre cette décision, sauf à ce que l'on soit sur un dispositif qui est un dispositif tripartite France Travail, employeur, organisme de formation, qu'on appelle la préparation opérationnelle à l'emploi. Oui. C'est concrètement quand H&M, avec qui on collabore depuis 2022, nous indique « j'ai besoin de recruter 10 conseillers et conseillères de vente pour pouvoir intégrer tel et tel magasin ». Et donc là, on va leur faire participer et on va leur présenter les profils avant que ne démarre la formation. Et donc, les profils vont postuler en sachant que c'est spécifiquement pour rejoindre H&M à l'issue. Et donc, il va y avoir cette validation en amont, ce qui sécurise donc l'intégration, sauf gros imprévus, et qui est un dispositif qui est particulièrement promu par France Travail et qu'on déploie, nous, de plus en plus. Ok. Les formations sont gratuites. Les formations sont gratuites. Donc, sont gratuites, bien sûr, pour le former ou la former. Oui. Sont des demandeurs d'emploi. Absolument. Même pas leur CPF, on est d'accord? Non. Okay. Donc, c'est vraiment gratuit. C'est ça. Même si les formations étaient certifiantes, on ne mobiliserait pas le CPF. Okay. En sachant que on vise actuellement, on travaille à ce que certaines de nos formations puissent devenir certifiantes côté France Compétences. Okay. Mais pas de CPF, non. Et c'est gratuit du côté aussi employeur? Donc, c'est-à-dire que si je suis H&M, je suis Decathlon, je suis Maïf,
c'est gratuit pour moi. Oui, alors la constante... Ou est-ce que j'ai un engagement de recruter, soit dans mon école Bien qui sûr. suit, ou soit en CDD, en CDI, en alternance, je ne sais pas ce qu'il peut y avoir comme type de contrat, mais tu nous diras. Oui, évidemment. Quel est l'engagement? Parce que c'est gratuit, mais ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Donc moi, je suis toujours... Où est le loup? Ouais, voilà. Bien sûr. Non, sur ça, je parlais tout à l'heure de la constante 80% d'insertion à 3 mois. L'autre constante, c'est la gratuité pour les personnes qui suivent ce dispositif. Donc l'inconditionnalité. Mais c'est plutôt une particularité française aujourd'hui au sein du réseau que de pouvoir également proposer cette gratuité en aval pour les employeurs partenaires. Et ils ne sont pas captifs, ils n'ont pas à s'engager sur X profils. Ce que j'essaie de faire avec mon équipe, c'est de pouvoir trouver des employeurs qui cherchent à recruter et qui sont prêts à faire ce pari, à nous montrer la confiance qu'ils ont dans des profils qui n'ont pas forcément des parcours très linéaires, mais dont on assure qu'ils sont motivés, ils ont un socle de connaissances. Et donc aujourd'hui, ce modèle économique, nous, de double gratuité, il est permis par majorité de financement philanthropique. Okay. À l'origine, donc, comme je l'évoquais, un certain nombre de financeurs internationaux qui peuvent nous soutenir dans un ou plusieurs pays sur une ou plusieurs thématiques. De plus en plus de financeurs locaux, Fondation G2R La Mondiale, Fondation BNP, Fondation EDF, par exemple, et également, donc, par minoritaire, mais néanmoins importante, de financements publics, européens, régionaux, départementaux, de collectivités, France Travail. Et voilà, c'est un mix de tout ça. Après, les employeurs, s'ils n'ont pas à payer pour participer au job dating... Est-ce que certains vous aident financièrement par... Oui, bien sûr. Par peut-être une fondation s'ils en possèdent une, ou par des actions de, je sais pas, de taxe d'apprentissage. Je sais pas si vous êtes éligible ou pas. Si, on a pu être soutenu par de la taxe d'apprentissage. Il y a des structures qui peuvent nous soutenir, et effectivement, soit par fondation, fonds de dotation, voire également recruter chez nous, voire à nous soutenir par du mécénat de compétences. Donc ça peut effectivement se cumuler. Oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est une logique qui peut se cumuler, qui peut aller crescendo, mais n'importe quel employeur aujourd'hui en recherche de talent sur les métiers sur lesquels on forme peut virtuellement participer à nos job dating. Ok, c'est extrêmement clair. Donc des résultats mesurables, tu m'as dit 80%. Oui. Voilà. C'est tout métier confondu. Est-ce qu'il y a des métiers où vous vous rendez compte que le pourcentage d'insertion est supérieur à d'autres, ou est-ce que c'est du 80%, statistiquement, linéairement, vous êtes à 80% sur tous les métiers? Non, il y a des fluctuations. Il y a pu avoir aussi des courbes d'apprentissage là-dessus. Il y a des marchés qui sont pas les mêmes. Le vélo, lorsqu'on enlève Decathlon Intersport, avec qui on a collaboré l'an dernier sur des projets ad hoc, on est plutôt ensuite sur des ETI, voire en réalité beaucoup de PME. Donc c'est un marché plus morcelé que dans le retail, par exemple, où il y a un certain nombre de mastodontes. Ce qu'on voit, c'est que dans le secteur de la relation client, du customer care, là où les locomotives étaient des startups scale-up au démarrage, aujourd'hui, côté tech, ça ralentit quand même un petit peu. Et ça peut prendre un peu plus de temps en termes de recherche, un petit peu plus de 3 mois pour s'insérer, avec parfois des prérequis et des niveaux d'exigence qui vont aller crescendo. Donc, c'est la formation qu'on a le plus déployée depuis le plus longtemps et sur lequel, aujourd'hui, assez challengé. Et donc, on est obligé de diversifier au-delà des outsourceurs, des call centers, dont c'est le métier, et des startups, la relation client, banque, assurance, retail, télécom, mais aussi sécurité sociale ou logement social. Donc, vraiment de pouvoir explorer des employeurs avec des tailles très variables. Alors ça, c'était une question que j'avais, parce que tu m'as cité des noms d'entreprises qui sont importantes en France, mais est-ce que vous avez aussi des employeurs plus petits, PME, start-up, qui vont, dans des entreprises, qui vont faire appel à vos services et qui ont besoin de ressources? Oui, bien sûr. Oui, absolument. Et ce qu'on va regarder, nous, alors oui, il peut y avoir, ce sera plus difficile pour une PME ou alors en croissance. Il faut qu'il y ait un peu de volume. Faut qu'il y ait un peu de volume quand même. Il faut qu'il y ait un peu de volume pour aujourd'hui, nous, pour mettre en place un projet ad hoc, on va demander un recrutement de 5 ETP d'un coup. D'accord. Mais une PME qui aurait des recrutements d'un ETP tous les trimestres peut participer à nos job dating tous les trimestres. Ok. Voilà, donc on travaille avec des réseaux de services à la personne qui ont 2 agences, comme des réseaux qui en ont 200, voire plus. D'accord. Donc c'est vraiment, c'est pas destiné qu'à des grands groupes. Non. Du tout.
Non, et ça me permet sur une question que tu m'as pas posée, mais vas-y. Mais fais tes questions et tes réponses. Hein. Y a pas de problème. Avec plaisir. Ouais. Non, mais je sais que c'est que il y a la question de avec qui est-ce qu'on accepte de collaborer ou pas. Ouais. Et en réalité, on a eu ce débat et je trouve qu'il est plutôt sain. Et en réalité, aujourd'hui, on va surtout privilégier le pouvoir d'agir et se dire est-ce que telle entreprise fabrique en Chine dans telle ou telle condition? Est-ce que telle entreprise a souffert médiatiquement dans des émissions télévisées de telle ou telle chose? Et en fait, ce qu'on se dit, c'est que in fine, on va tâcher d'informer le mieux et le plus possible les personnes qu'on accompagne, mais on va les laisser faire leur choix en conscience. Sur la partie recrutement, en tout cas, c'est encore autre chose sur la partie financement, sur les financements qu'on accepte ou pas. Mais donc sur ça, en fait, le vrai juge de paix dans le recrutement, c'est à quel point est-ce que les structures chez lesquelles on va orienter les personnes qu'on forme, est-ce que les personnes qu'on a formées vont s'y épanouir, vont y rester? Si elles nous disent, cette structure, effectivement, elle recrute beaucoup, mais c'est parce qu'on n'y reste pas du tout, parce que le management est toxique, parce qu'il n'y a pas l'accompagnement RH qu'il faudrait qu'il y ait. Et donc ça, c'est vraiment se dire, il y a des partenariats qu'on a dû arrêter en se disant, c'est dommage, il y avait matière à faire beaucoup plus. Mais votre politique RH, votre marque employeur n'est pas à la hauteur des attentes. C'est ça. Et nous, notre KPI, tant pour les apprenants et apprenantes que les financeurs, que les partenaires institutionnels tels que France Travail, c'est le retour en emploi. Et c'est à ça qu'on s'attache vraiment. Et donc, oui, c'est ce tri-là, je dirais. Donc, des PME chez lesquelles les personnes conformes s'épanouiraient, bien sûr qu'elles sont les bienvenues. Absolument. OK. On sait depuis le 1er janvier, les personnes qui sont au RSA rejoignent Pôle emploi, ce qui n'était pas le cas avant. En fait, tu n'es pas inscrit automatiquement à Pôle emploi. Maintenant, c'est le cas. Bien sûr. Ou ça va être le cas. Enfin, je pense que ça prend un petit peu de temps. Est-ce que ça change la donne pour vous? Vous aviez déjà, effectivement, dans les publics que vous formiez, des personnes qui étaient vraiment sorties de l'emploi de manière importante, type RSA, ou voire même qui étaient un peu dans le nuage Bien sûr. Des non-inscrits à rien et qui pourraient travailler, quoi. Bien sûr, ça nous incite encore plus à avoir France Travail comme VIP tout en haut de la liste. Non, mais ce mouvement d'intégration de Cap Emploi, de rapprochement des missions locales, PLI et du suivi des bénéficiaires. On sait qu'il y a un halo du chômage. On sait qu'il y a des personnes qui malheureusement sont pas inscrits parce qu'elles disent de toute façon j'ai pas de droit à toucher des indemnités, donc je m'inscris plus parce que j'ai pas envie. Et en fait, et qui sont quand même en galère, quoi. C'est les dispositifs PIC, plan d'investissement dans les compétences de ces dernières années, visés à cibler justement ce qu'on appelle les publics invisibles, les NEETs, donc ceux qui sont justement hors radar. Et là, le fait d'avoir cette approche volontariste et d'avoir encore plus ce guichet unique et en lui conservant des moyens de faire les choses, je trouve que ça facilite les choses en collaborant avec France Travail, qui a donc cette visibilité sur tous ces acteurs, parce qu'on a pu collaborer par le passé avec des départements qui voulaient qu'on travaille spécifiquement sur un public bénéficiaire du RSA, mais effectivement, le fait que France Travail puisse être associé à ce dispositif, c'était un facteur de succès. Donc pour nous, on essaie au maximum de travailler en réseau. Et par rapport à ça, nous, ce qu'on a pu constater, c'est aussi des variations selon les régions. Puisque relativement proche de chez nous, à Nantes, on y a formé pendant un certain temps, mais on sait la tension qu'il peut y avoir sur le marché nantais comme sur le marché rennais, avec en réalité des publics qui vont être de plus en plus éloignés de l'emploi. Et c'est ce qu'on constatait avec... parfois, nous, il y avait besoin d'un accompagnement en plus de celui qu'on pouvait proposer, là où aujourd'hui, nous, on va notamment former en Île-de-France et à Lille, par exemple, et plus ponctuellement à Marseille, Lyon, Bordeaux, Strasbourg, etc. Mais où il y a cet équilibre entre le vivier de personnes en recherche susceptibles d'être formées et les employeurs, et essayer de trouver le bon équilibre entre un tissu économique dynamique et un vivier de personnes à former. Donc voilà, c'est pour ça que parfois on fait le choix aussi de se retirer de certains territoires où on se dit que en fait, on n'est plus forcément en capacité d'accompagner des profils vraiment très, très éloignés de l'emploi. Ok. Là, tu m'as cité des grandes villes. Oui. Vous travaillez aussi sur des zones plus rurales. On sait que recruter dans les zones rurales, c'est pas simple. Oui. Il y a des employeurs aussi en zone rurale qui galèrent à recruter. Est-ce que c'est aussi un sujet pour vous d'aller dans des villes plus moyennes ou plus petites ?
Bien sûr, on a pu avoir des projets ad hoc. Je pense, ça reste des chefs-lieux de département, mais on a pu former à Amiens, par exemple. Voilà. On a pu former à Poitiers, qui est chef-lieu plutôt au niveau régional. Mais oui, on peut avoir cette flexibilité-là, encore plus quand on a des formations 100% en distanciel, sur lesquelles on a des personnes qui sont en zone rurale et pour qui la mobilité va être Oui, parce va être un que point des important. fois, Ouais. j'ai pas de Bien travail sûr. parce que j'ai aussi pas les moyens d'avoir un véhicule Oui. ou choses comme ça. Et donc, venir en ville, c'est pas tous les jours simple, quoi, pour moi. Bien sûr, Mm. et surtout, après, en se Mm. disant les choses, sur les métiers sur lesquels on forme, les salaires au démarrage, Ils sont faibles. Ils sont les proches du salaires sont SMIC. faibles. C'est Ouais. ça, Mm. sans prise en charge du transport, par exemple. Donc, Mm. évidemment que la mobilité, que le coût du transport sont Mm. des données importantes, en plus de la durée du transport. Et moi, ça me rappelle un échange que j'ai pu avoir donc sur des secteurs très en tension, comme, sauf erreur, le pays de Vitré, Mm. qui est, je crois, parmi les zones de France avec le taux de chômage le plus Qui est faible. très très faible, oui. Exactement. Et je me souvenais d'un échange avec un employeur qui indiquait que on peut agrandir le cercle de recherche, mais à un moment donné, on arrive plutôt sur la banlieue rennaise ou Ah la bah, banlieue lavalloise. Et en réalité, les personnes, elles ne vont pas vouloir aller plus loin et vouloir venir chez moi. Donc oui, c'est un enjeu. Et nous, on peut encore plus facilement justement adresser des territoires très spécifiques avec les projets ad hoc de POE, parce que France Travail c'est... conserve un maillage néanmoins important et une présence dans les territoires. Moi, je me rappelle en 2023 avoir travaillé avec effectivement des entreprises de la région de Vitré Bien sûr. et les structures d'accompagnement à l'emploi de la région de Vitré. Oui. Et le taux de chômage était... Alors 2023, peut-être que 2025, l'économie est un peu plus tendue, donc c'est peut-être un peu moins vrai, mais le taux de chômage reste quand même très très faible à Vitré. Et on avait regardé le nombre d'emplois qui étaient à pourvoir à Vitré Oui. versus le nombre d'hommes et de femmes inscrits à Pôle emploi. Oui. Et le nombre d'emplois était supérieur au nombre d'inscrits à Pôle emploi. Et Ouais. là, c'était un truc de fou, parce qu'on se dit, même si on arrivait miraculeusement à avoir aucun chômeur à Pôle emploi, Bien sûr. ce qu'on aimerait tous quand on est citoyen, mais on Évidemment. sait que c'est juste pas possible, on n'y arrivera pas. Et C'est donc, ça. d'où l'importance, effectivement, d'aller chercher à Rennes, à Laval, mais dans des villes qui aussi ont des taux de chômage qui sont elles-mêmes très faibles. Donc, Absolument. donc, Oui, c'est ça. Et puis après, d'offrir cette flexibilité. Et nous, ce qu'on essaye au maximum, c'est de vraiment préparer, être transparent sur à quoi ressemble le futur métier. Quels sont les aspects sympas, moins sympas. On a des modules pendant la formation sur comment intégrer une équipe, comment gérer des relations parfois complexes dans une équipe. Donc, on essaie de travailler vraiment à tout ce qui peut être aussi irritant de qu'est-ce qui me ferait rompre ma période d'essai et quitter telle ou telle structure. Alors, j'ai une question sur qui s'occupe de tout ce beau monde. Parce que Pierre, tu as des beaux bras musclés, mais je pense que tu peux pas tout faire. Comment vous êtes structuré? Qui accompagne? Qui forme tous ces hommes et ces femmes? Bien sûr, et merci pour les bras musclés, vu qu'on est en hiver et que j'ai plutôt un gilet très épais. On est une équipe d'une vingtaine de personnes pour la France. Après, au Royaume-Uni, par exemple, ils sont plutôt 3 à 4 fois plus nombreux, nos collègues. Ça va dépendre de l'ancienneté, ça va dépendre de différentes choses. Mais donc vous êtes 20 salariés? On est 20 salariés de la structure. Okay. C'est ça. Avec une équipe opération, une équipe pédagogie, relation avec les coachs, avec les formateurs et formatrices. Et on peut s'appuyer en plus sur le réseau, donc nos collègues à l'étranger, mais aussi le réseau, donc avec des collègues basés un peu partout qui vont. On a un certain nombre de programmes pédagogiques dans lesquels on peut puiser et où on va nous fournir un appui pour les développer. Donc il y a pas mal de choses qui se font in-house. Après, on va faire appel par ailleurs à des prestataires, un petit pool de prestataires, un petit vivier pour les coachs qui sont généralement d'ex-RH. Donc, au cas où, on recherche évidemment toujours des personnes qui sont intéressées pour cette mission de X semaines plus 3 mois post-formation. Donc voilà, on va avoir cette agilité. Vous avez des bénévoles comme beaucoup d'associations ou... Absolument. Là où peut-être on va se distinguer de certaines associations, le mentorat a été vraiment très promu ces dernières années dans le secteur associatif. Et des structures font des choses extrêmement bien avec des mentors bénévoles. Là où nous, on les appelle des mentors, mais ce sont ces coachs justement dont je parlais à l'instant. Et ce sont des prestataires qu'on rémunère. Mais on fait par ailleurs appel à des bénévoles, en effet. C'est un autre sujet que je pilote,
des bénévoles qui vont venir de structures qui recrutent chez nous ou pas, et qui vont donc pouvoir intervenir pour animer des simulations d'entretien de recrutement, voire animer des ateliers masterclass. Ça peut être des choses très transverses sur les do's and don'ts en entretien, dans un CV, ou ça peut être un peu plus spécifique avec, par exemple, responsable recrutement dans le secteur du retail qui interviendrait sur voilà, les meilleures pratiques et les pires pratiques que j'ai pu voir dans le retail de toute ma carrière. Donc, voilà. Et sur ça, l'idée, ça va être de pouvoir donner des clés, des conseils sur quelle est la bonne posture, quel est le bon langage verbal, non verbal à pouvoir avoir en entretien pour des personnes qui n'ont pas passé d'entretien depuis qui ont perdu confiance, qui n'ont pas passé d'entretien depuis des mois, en fait. qui n'ont plus les codes, et encore plus quand on peut le voir, ils sont pas aisés, les codes de la visio, par exemple. Pour un premier entretien visio, avoir un fond d'écran neutre, être dans un environnement calme, avoir une bonne connexion, sourire, mettre sa caméra, enfin voilà, tout ce qu'on peut voir, ne serait-ce que pour animer nos propres réunions d'équipe. Et ben voilà, là. Ce qui peut paraître évident quand on est en entreprise, mais qu'il est moins quand on est un peu éloigné du marché de l'emploi, en fait. C'est ça. Et puis après, dans le éloigné du marché de l'emploi, on a un peu de tout. On a des personnes niveau bac, licence, master, qui ont eu mobilité géographique, burn-out, parentalité, interruption de carrière. Mais voilà, il y a un petit peu de tout. De la vie, forcément. Voilà. Oui. Je dirais la population française, on va dire. C'est exactement, c'est ça. Mais l'idée, c'est effectivement de pouvoir avoir des choses très concrètes avec des bénévoles qui animent pendant 30 minutes une simulation d'entretien et qui en débriefent ensuite en disant Florent, je trouve ton langage non verbal, ta posture super. Ne sois pas inquiet, ne sois pas intimidé quand tu dois justifier du trou dans ton CV. Tu peux indiquer que tu avais un projet parentalité. La question classique. Voilà, c'est ça. Et tu peux dire que tu as fait du bénévolat, tu as développé d'autres compétences. Et voilà, il y a effectivement donné confiance avec des conseils de recruteurs pour futurs recrutés. Ok. Et tu as parlé de mécénat compétences. Moi, si je suis RH et que je t'écoute, si j'ai des équipes que je peux mettre à disposition de ton association, il faut que je te contacte, comment ça fonctionne ? Oui, absolument. Me contacter par LinkedIn, mail, téléphone si vous l'avez. Mais oui, on peut faire ça, on peut mettre ça en place en gré à gré. C'est-à-dire que nous, on va proposer très régulièrement des sessions de simulation d'entretien. On propose même parfois des événements présentiels, inter-entreprises, pour faire du coaching live, CV entretien. Oui, ça peut s'inscrire dans le cadre de bénévolat ou de mécénat de compétences avec la possibilité d'éditer des rescrits fiscaux. Donc ça peut soit se faire en gré à gré, soit via des plateformes. Aujourd'hui est annoncée la fusion entre les plateformes Vendredi et Wenabi qui deviennent Commit. Donc on est présent sur cette plateforme et d'autres. Et donc ça peut être par ce genre de plateforme où les salariés peuvent s'inscrire directement. Donc voilà, prochains entretiens blancs, par exemple 5 et 6 février pour le retail, 28 février pour le vélo, ou 5 et 6 mars pour le... Mais ça, ce sera après la diffusion. Ce sera avant la diffusion. Absolument. Voilà, parce qu'effectivement, on diffuse le 21 mars, mais au pire, on peut revenir. De toute façon, j'imagine que l'actualité. Oui, là, tu me cites le calendrier des prochaines semaines, mais il y aura d'autres choses à suivre sur votre site, etc. Exactement. Ou vos réseaux sociaux. Comment vous envisagez l'avenir de Génération France dans les prochaines années ? Là, on voit effectivement un marché de l'emploi qui se calme un petit peu. On voit l'impact de l'IA. Je ne sais pas si ça impacte réellement l'IA, impacte vos métiers, mais peut-être certains qui sont à distance. Bien sûr. Peut-être pas un réparateur de vélo, mais des métiers distanciels, pourquoi pas. On voit effectivement des sujets autour d'entreprises qui sont plus frileuses versus le télétravail, etc. J'imagine que vous suivez aussi tout ce qui se passe dans le monde de l'emploi pour vous adapter. Comment vous voyez, vous, l'évolution au niveau du CODIR, COMEX, je ne sais pas comment tu l'appelles, de Génération France ? Bien sûr, on le suit. Alors CODIR et même au-delà, l'ensemble de l'équipe, bien sûr. Mais dans comment est-ce qu'on se projette, on forme aujourd'hui autour de 600-700 personnes par an et on a l'objectif de pouvoir atteindre les 1000 personnes formées. On a formé depuis 2018, aujourd'hui un peu plus on approche les 2500. D'accord. Voilà, mais donc il y a ce révélateur, il y a vraiment l'impact qu'on va avoir, ce fameux passage à l'échelle dans les défis des associations. Et pour ce passage à l'échelle, savoir
justement à quel point est-ce que l'ancrage territorial, le développement territorial est important. Donc voilà, pouvoir continuer à avoir un impact, à changer la vie et à offrir de nouvelles trajectoires de carrière. Pour ça, s'allier potentiellement avec les bons partenaires. On forme à la réparation de vélos avec Lime ou avec d'autres plus petits Vous allez sur la acteurs. réparation aussi, qui est un vrai sujet, de l'électroménager, des appareils électroniques, etc. Comme Murphy, par Comme exemple. Murphy, par exemple, je pense à Murphy, par exemple, parce que c'est des entreprises que vous accompagnez qui ont le vent en poupe et qui recrutent, et qui ont plus Murphy, typiquement, une entreprise que j'aime bien, Bien sûr. personnellement, je trouve qui a une vraie vocation sociale, Insertion, absolument, d'insertion. ouais, bien Ouais. sûr. Donc, Alors aujourd'hui non, mais on les suit et c'est typiquement le genre de projet super. Mais dans les décisions de développer tel ou tel nouveau projet, il y a peut-être quelque chose que j'ai oublié tout à l'heure, c'est les thématiques qui plaisent aux financeurs, évidemment. Et donc sur ça, la réparation de vélos, ça correspondait à un momentum et les mobilités post-Covid. douces. Ouais. C'est ça, post-Covid et qui dure encore aujourd'hui. Donc voilà, il y a cette réflexion-là, mais évidemment, il y a différents métiers en tension qui peuvent, qui pourraient correspondre. Et pour répondre par ailleurs à ce que tu évoquais sur l'IA, oui, on s'y intéresse beaucoup. Et c'est vrai que c'est peut-être un peu moins présent pour les services à la personne, le vélo, mais on voit, côté retail, la concurrence par les marketplaces et les conseillers et conseillères de vente augmentés qui vont pouvoir utiliser ça. Mais je pense tout particulièrement, évidemment, à la relation client, avec chatbot dans un premier temps. Et aujourd'hui, est-ce que les IA remplaceront les call centers qui n'ont pas été délocalisés dans d'autres pays? Donc oui, il y a cette réflexion-là et c'est pour ça qu'on renouvelle régulièrement, on actualise. On a fait ça l'été dernier, de pouvoir retourner voir des employeurs variés de petite, moyenne, grande taille, des réseaux d'employeurs pour demander, à une certaine époque, c'était tel nouvel outil, tel nouveau CRM, tel nouvel outil de ticketing. Aujourd'hui, est-ce que l'IA, ça a vraiment pris dans vos centres de relations clients? Oui, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut qu'on intègre dans nos formations? Par exemple, oui, on a intégré des éléments en lien avec l'IA, mais suite à cette revue l'été dernier, il y avait vraiment le côté commercial. Oui, je réceptionne de l'appel pour de la demande d'information, demande de réclamation, mais il faut que les personnes, elles aient capacité de capter les signaux faibles et de pouvoir faire du rebond commercial, même si elles ne sont pas en acquisition de leads. Elles sont en solutionnement de problèmes, elles réceptionnent des appels. Mais par contre, il faut pouvoir donner les codes à des personnes qui n'aimeraient pas la téléprospection, et on leur demande pas d'en faire, mais par contre de les former à pouvoir avoir une approche commerciale, voilà, par exemple. Ok. Et là, quand tu regardes le marché de l'emploi, toi, si tu avais une baguette magique, quel problème tu aimerais bien résoudre sur le marché de l'emploi aujourd'hui? Avec ta connaissance. Ouais, c'est pas simple ça. Si tu avais le pouvoir de changer quelque chose sur le marché de l'emploi, tu changerais quoi? Le truc qui t'agace en fait et que tu te dis tiens ça, mais pourquoi en fait? Bien sûr, j'ai pu voir l'impact de la réforme de 2018 avec mon compte formation, le CPF, qui voulait justement démocratiser, rendre moins opaque la formation professionnelle pour que ce ne soit pas uniquement les cadres qui sachent quand et comment se former. Donc moi je dirais, et c'est peut-être mon leitmotiv, mon fire in the belly, de se dire que tout un chacun en fait pourrait avoir la même visibilité, la même la même possibilité de se former tout au long de sa vie et que elle se reçoit pas sur un privilège privilège justement là-dessus, de savoir quelle structure, quel dispositif, etc. Parce que même si ça a été simplifié, ça reste aujourd'hui néanmoins, il faut pouvoir peut-être pour des personnes éloignées de l'emploi, c'est pas si simple que ça d'être sur l'application CPF, de savoir comment elle fonctionne, d'autant plus qu'en plus maintenant faut payer 100 et quelques euros, maintenant c'est un petit peu augmenté en plus au 1er janvier, qui peut être un frein pour certaines personnes, qui peut-être pas être un frein pour un cadre, mais qui peut être un frein pour d'autres personnes quand même. Donc. Exactement, d'où l'intérêt d'avoir des conseils, des intermédiaires comme France Travail, comme les missions locales, etc. Mais je dirais que oui, pouvoir avoir encore plus de proximité et encore plus de capacité pour vraiment chacune à la hauteur de ses compétences et de son projet, de pouvoir
de pouvoir faire les bons choix en ayant toutes les informations. Ok. Est-ce que vous avez... J'ai pas creusé, donc là, ma question est peut-être totalement idiote. Bien sûr, je t'en prie. Mais c'est pas grave, j'ai une contre-question. Si tu me réponds non. Super. Est-ce que vous avez une personnalité connue des Français qui accompagne Génération France? Est-ce que vous avez un ambassadeur, une ambassadrice de Génération France, comme d'autres associations qui ont des ambassadeurs, ambassadrices connus? Oui, en réalité, on a un conseil d'administration dans lequel on a justement différentes personnalités avec différents horizons. Je pense, connu du grand public, on avait pu avoir jusqu'il y a peu de temps Luc Châtel, que Najat Vallaud-Belkacem, que Sarah Ouramoun. On peut avoir des personnes qui ont travaillé chez ADECO, à la SNCF, en fondation, pardon. Donc, et en réalité, on a décidé de faire venir, pour avoir tout un tas d'ambassadeurs et d'ambassadrices. On a eu des parrains et marraines de promos. On en a eu un certain nombre l'an dernier. Et donc, on va rééditer ça cette année pour justement que ça puisse être personnalisé et créer ce lien avec des personnes issues de la société civile, du monde politique, du monde économique. Est-ce que des DRH pourraient être Bien sûr, marraines? évidemment. Donc, s'il y a des DRH qui nous écoutent au hasard sur ce podcast, vous pourriez être parrain, marraine, d'une promo. Bénévole, voire parrain marraine, voire peut-être intégrer le conseil d'administration à un moment. Oui, il y a tout un tas de possibilités pour nous soutenir, absolument. Ok, donc c'est très, très ouvert en fait à la société qui est autour de vous pour aider à l'insertion en fait. Okay. Oui, absolument. Sur ça, moi je trouve que on ne peut pas prêcher que des convertis ou des convaincus au risque de prêcher dans le désert. C'est-à-dire que évidemment que c'est important et on est connecté et on collabore avec le secteur de l'ESS, les entreprises à impact, les associations, etc. Mais le lien avec le secteur le lien avec le secteur public, avec le monde économique est crucial. Et je nous vois et je me vois vraiment comme autant que possible, comme le lien entre ces différents univers et pour les connecter, rendre tout ça concret et intelligible. Ok. Est-ce qu'il y a un moment qui t'a marqué pendant tes presque 4 ans maintenant au sein de cette association? Quelque chose qui t'a touché, qui t'a marqué, qui t'a peut-être fait changer aussi, perturber, dans le bon sens du terme, ton engagement? Bien sûr, moi je suis particulièrement sensible au sujet des alumni. J'ai co-présidé une association d'alumni. Et pour moi, c'est vraiment la preuve du succès, le proof of concept que ça marche. Donc, moi, ça me fait toujours les mêmes frissons quand des alumni qui indiquent vous avez changé ma vie. Moi, je veux. Enfin, c'est difficile d'entendre ça parce que là aussi, pouvoir d'agir. En fait, non, on a fait une connexion au bon moment, mais c'est pas nous qui avons changé les choses. C'est juste, on a accompagné. On t'a aidé à changer ces choses. Et on a créé cette rencontre, mais en réalité, le mérite revient à la personne. Donc, oui, et ça, effectivement, évidemment que ça fait extrêmement, extrêmement plaisir. Après, à contrario, on reste sur de l'humain et parfois, moi, j'ai angoissé. Et je me souviens d'une fois où une recruteuse m'avait indiqué je n'ai jamais passé d'entretien aussi désagréable. L'apprenant que vous m'avez présenté a tenu des propos complètement loufoques, n'était absolument pas préparé, etc. Et faut accepter qu'on ne maîtrise pas tout, on reste sur de l'humain. Après, mon job, c'est aussi de se dire que de pouvoir rassurer cette dame en disant que c'est une personne sur les 5 qu'on lui avait présenté, sur les 100 qu'on pourrait lui présenter cette année. Voilà, donc, mais évidemment, parfois, il y a des rencontres qui ne fonctionnent pas autant qu'on l'aurait voulu et ça arrive aussi. C'est dommage, mais il faut contrebalancer ça avec les réussites et les personnes qui évoluent, qui elles-mêmes reviennent pour témoigner, pour inciter d'autres à participer aux formations, pour parfois même recruter. Donc voilà. Ok. Est-ce qu'il y a une anecdote pro que tu n'as jamais racontée à un micro? Ou même à tes collègues de Codir? Ou peut-être, sur ça, on parlait tout à l'heure de professeurs et
Moi, je pense honnêtement que autant je suis extrêmement fan de LinkedIn et je crois que mon profil est plutôt à jour, autant l'exercice du CV est pour moi toujours aussi difficile et je pense que mon leitmotiv quant au métier que je fais, c'est aussi que je me souviens de mon stage de troisième. J'avais souvenir que tu en avais parlé avec Gaël Leboeck dans le podcast l'an dernier, absolument. Ouais. Et moi, je me souviens vraiment de cet exercice où j'étais comme un lapin devant les phares d'une voiture pour chercher le stage. Je voulais être professeur, donc dans une école. Mais il y avait aussi la barrière de se dire, je suis élève aujourd'hui, est-ce que je vais oser passer de l'autre côté ? Et donc aujourd'hui, le fait d'avoir des personnes qui hésitent, qui galèrent, qui retravaillent sur leur CV, leur lettre de motivation, moi, voilà, c'est toujours un exercice moi qui m'interroge, sur lequel j'ai accumulé un petit peu plus d'expérience évidemment, mais sur ça, j'ai toujours ce truc de, je me souviens à quel point au début ça a été fait par des bonnes rencontres, par des personnes qui m'ont tendu la main, et le fait aujourd'hui de pouvoir indiquer des conseils qui sont devenus tout à fait classiques, tout à fait normaux pour moi, mais qui le sont moins pour d'autres. Ouais, ça me parle et j'attends donc dans quelques années que ma fille me demande lui présenter des personnes, des terrains de stage dans lesquels elle s'épanouirait peut-être. Elle vient de rentrer en maternelle, donc j'ai le temps. Mais par contre, le fait de faire un CV, je sais que je devrais me faire violence pour tout ça. C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu vois, ça me fait penser à plein de choses. J'ai interviewé sur mon podcast Émilie Corchia de My Job Glasses. Bien sûr. Je ne sais pas si tu connais My Job Glasses. Si, absolument, bien sûr. Et je vous encourage tous et toutes à écouter cet épisode, parce que My Job Glasses est vraiment une structure hyper puissante pour aider des jeunes ou des moins jeunes aujourd'hui, parce qu'au départ, ils étaient vraiment sur les jeunes. Maintenant, ils sont vraiment aussi sur tout public, des gens aussi en reconversion. Comment se faire du réseau, comment créer du réseau et pouvoir oser contacter des gens qui travaillent dans des boîtes qui vous intéressent. Exactement. Et là, My Job Glasses est vraiment très bien fait. C'est gratuit. Donc, n'hésitez. D'ailleurs, c'est gratuit des deux côtés. Absolument. Voilà, moi, j'y suis aussi de l'autre côté où je donne des conseils avec le peu de temps que j'ai, mais je le fais avec grand plaisir. Et petite question. Tu n'en as pas parlé. Lettre de motivation. Vous formez toujours la lettre de motive ? Parce que moi, ce truc. Alors, je suis hyper cash. Ouais, je t'en prie. Je trouve ça tellement has-been de demander une lettre de motivation, mais ça existe toujours, quoi. Donc. Ouais, après lettre de motivation ou en tout cas texte qui va venir ou qui peut accompagner, ça c'est autre chose. Justement, est-ce que le texte qui va accompagner une demande de connexion sur LinkedIn et ensuite le premier message, c'est intéressant. C'est pas en réalité la nouvelle lettre de motivation. Du coup, vous formez à LinkedIn aussi. Du coup, selon les profils ou selon les métiers ? Alors, selon les métiers. Après, on a pu avoir des interventions de bénévoles de LinkedIn, d'Indeed. C'est chouette. L'invitation a été lancée, par exemple, du côté du Mabilé à Rennes. On est en lien avec Hello Work là-dessus, mais il n'y a pas encore eu d'intervention de leur part. Mais effectivement, de pouvoir se familiariser avec comment bien utiliser les job boards. Et pour LinkedIn, effectivement, les choses à faire, à pas faire, et oui, comment se constituer, notamment si on veut être Customer Care ou BizDev, absolument. Ok. Ouais. Bon, David Borpère de Hello Work, si tu nous entends, j'espère que tu nous mettras en relation. Sinon, je te mettrai en relation. Voilà. Mais effectivement, ouais, ok. Donc vous allez, en plus, c'est chouette que Indeed et LinkedIn vous aient aidé, en tout cas, mis à disposition des ressources. Pour vous aider sur ces sujets. Ouais. C'est ça, des ressources à... Parce qu'aujourd'hui, ce sont des outils, on a cité Indeed, LinkedIn, Hello Work, Météo Job, il y en a pas mal qui sont sur le marché. Welcome to the Jungle, voilà, des outils qui sont aujourd'hui, dans certains métiers, indispensables. C'est ça. Mais aussi, des fois, comprendre Pôle emploi. Oui, absolument. Voilà, Pôle emploi met à disposition plein d'outils aux demandeurs d'emploi. C'est pas toujours si simple que ça, en fait, quand on est un peu éloigné de l'emploi ou pas forcément si à l'aise que ça. Oui, exactement. Et puis après, ça me permet aussi, par rapport au public, on n'en a pas spécialement parlé. C'est l'une des. Il y a la question du combien ça coûte, qui vient rapidement en entretien, il y a en rendez-vous, et il y a la question du public. Et nous, on va penser les jeunes digital native. Je sais que tu n'aimes pas les classifications de génération XYZ, mais nous, ça nous permet de préciser qu'en fait, dans nos formations, il n'y a pas que des jeunes. Il y a des profils en reconversion qui parfois sont tout à fait à l'aise avec le digital, parfois moins, se font une montagne de tout ça, alors que pourtant il y a de la matière dans ce qu'ils pourraient mettre sur leur profil LinkedIn, après qui n'est pas forcément exactement en lien avec le secteur qu'ils veulent intégrer, mais oui, donc sur ça, nous on tient aussi à la mixité en termes d'âge et en termes de parcours.
et voilà, je le répète, il n'y a pas que des jeunes Oui. dans nos programmes. Ok. Comment est-ce que tu fais ta veille professionnelle? Est-ce que tu écoutes des podcasts? Est-ce que tu lis? Est-ce que tu... Enfin, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'enrichit Ouais. Pour faire ta veille pro versus ton métier? Ouais, bien sûr. J'écoute d'ores et déjà le tien. Alors, ça, c'est podcast. gentil, mais voilà. Il y en a d'autres, des podcasts RH qui sont de valeur. Hein. Bien sûr, bien sûr. Sur ça, je dois avouer que la newsletter, tu en parlais, sur les publications qui peuvent être faites par les différents acteurs tels que LinkedIn, Indeed, et Hello Work, mais aussi les événements que peuvent organiser France Travail. Et en fait, tout ce qui est réseau d'employeurs, enfin, je trouve que sur ça, moi, c'est une manière de rester en lien et de façon très concrète. Quand il y a des acteurs spécialisés sur la relation client, spécialisés sur le retail, qui connaissent très bien leur métier et beaucoup mieux que moi, mais qui vont me parler de leur métier, de l'évolution de leur métier. Et moi, c'est une manière pour moi de rester très en prise avec la réalité de tel ou tel. Ouais, le monde économique est clé pour toi, et pour toute l'équipe. Oui, c'est ça. C'est vraiment les réseaux. Alors, dans les acteurs qui peuvent être très bien informés aussi parce que ce sont leurs clients, il y a les groupes de travail temporaire. Okay. Qui sont évidemment écoutent le marché en permanence et ont cette vision transverse aussi sur plusieurs secteurs. Mais sinon, vraiment, les organisations professionnelles, clubs d'entreprise sur la thématique de la relation client à Rennes, par exemple, on va pouvoir savoir sur ce métier-là, sur ce territoire-là, avec ces avancées technologiques-là, qu'est-ce que ça veut dire en fait. Voilà, donc ça, c'est assez précieux pour se tenir au courant. Ok. Est-ce qu'il y a des personnes que tu me recommanderais d'interviewer sur ce podcast? Alors, soit des RH que tu connais, tu dis tiens, j'aimerais bien les entendre au micro, ou est-ce que tu me recommanderais aussi une association interviewée l'année prochaine sur ce podcast spécial Podcaston? Oui, bien sûr. Il y en a un certain nombre dans le secteur de l'ESS, par exemple, mais je pense à l'un de mes anciens chefs, et je fais pas ça par flagornerie puisqu'il l'est plus depuis un moment, mais avec qui j'ai beaucoup aimé collaborer, qui est René pour une autre qualité, et qui s'appelle Thibaut Roncin, qui est le DRH du groupe SOS. D'accord. Et donc, je ne savais pas qu'il était à Rennes. Alors, il est originaire de Rennes, mais il est à Paris. Et voilà, c'est intéressant ce rôle de DRH architecte dans une structure néanmoins qui revendique plus de 20 000 salariés aujourd'hui, plus de 500 structures. Donc, voilà, il y a ce côté c'est intéressant, centralisation, décentralisation, et humainement, c'est quelqu'un de génial. Donc, je pense que ça peut être une bonne rencontre. Je note. Je le connais pas du tout, mais je connais son groupe, mais voilà, mais je le connais pas lui. Oui. Donc, ok, très très bien. Si on veut te contacter, alors LinkedIn, tu es présent. Exactement. Tu réponds? Oui. C'est bien. Je suis pas toujours à l'heure, moi, donc je me fais gronder, mais et par mail? Oui, aussi, effectivement. Je pourrais mettre ton mail dans la description de l'épisode? Bien sûr, évidemment, avec grand plaisir. Si on est RH, qu'on a envie de contribuer d'une manière ou d'une autre à Génération France, on peut te contacter, quoi. C'est ça, exactement. Et puis, je suis très régulièrement dans le TGV, donc on peut me voir tant à Rennes qu'à Paris qu'ailleurs en France. Ouais, c'est ça. Donc voilà, mais bien sûr avec grand plaisir. Et oui, je pense que je passe une bonne partie de mes journées sur LinkedIn et j'essaie d'être autant réactif que possible. Donc avec grand plaisir, même pour un échange sans qu'il y ait forcément d'enjeu de recrutement, mais justement pour se connaître, être en veille et faire de nouvelles rencontres, voilà, comme carburant de tout. Ouais, ok. Un grand merci, Pierre, d'avoir accepté cet échange tard en fin de journée, parce qu'on a tous les deux pas mal de boulot. J'espère à toutes et tous que vous avez appris pas mal de choses sur cette association. N'hésitez pas à contacter Pierre, je mettrai tous les liens pour te contacter dans la description de l'épisode. Et je le sais déjà que vous serez bien accueillis par Pierre, ça c'est sûr. Un très grand merci, très grand merci à toi, c'était hyper agréable. Bon, merci pour l'invitation. Je t'en prie, et puis à bientôt à tout le monde, à bientôt et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Sweep sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!